Bonjour, le Cercle des Volontaires est aujourd'hui en compagnie d'Alain Bauer et de Roger Daché. Bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit également avec Michel Barat le livre Les promesses de l'aube contre la guerre des obédiences, sorti aux éditions d'Hervy. Alors ma toute première question sera très simple pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'une obédience ? Alors la maçonnerie est organisée en loges. Ce sont des petites associations qui comportent au moins 3, 5 ou 7 personnes en fonction de la taille, mais 3 au minimum et 7 pour être dans un état normal de fonctionnement. Et quand plusieurs loges se réunissent, au moins 3 loges, elles créent ce qu'on appelle une obédience, une fédération de loges. Et ça marche pour les organisations syndicales, la Ligue des droits de l'homme ou les partis politiques ou les associations de parents d'élèves. Donc c'est la fédération des sections locales de la maçonnerie. D'accord, donc il y a trois obédiences principales, il y en a d'autres en France 12 obédiences au moins en France, et probablement, quand on recense toutes celles qui sont déclarées au journal officiel, plusieurs centaines, mais il y a historiquement la plus ancienne est le Grand Orient de France, suivi par le droit humain, puis la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge mixte de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, la Loge nationale française et la Grande Loge nationale française qui elle-même est désormais divisée en plusieurs morceaux. Donc c'est l'histoire qui fait l'importance, beaucoup plus que la quantité. D'accord, donc vous êtes tous les 3 auteurs, vous êtes chacun d'une obédience différente. Absolument. Donc ma deuxième question, quelles sont les différences entre, pour citer ces 3 obédiences ? La franc-maçonnerie repose sur des principes communs et en particulier sur des symboles et puis ce qu'on appelle l'initiation, c'est-à-dire une cérémonie symbolique qui permet d'entrer dans la confrérie maçonnique. Mais l'histoire a fait qu'elle s'est divisée en différents courants selon les pays, selon les époques, selon les sensibilités aussi. Et la France a cette double particularité d'être un des pays les plus anciens en matière de maçonnerie, l'un des plus riches et qui a généré la maçonnerie la plus diverse, avec des aspects, des sensibilités maçonniques qui sont très ouvertes sur la vie sociale et d'autres qui sont peut-être plus proches d'une vision presque mystique de la franc-maçonnerie. Le point commun, c'est que tous les francs-maçons et les francs-maçonnes, parce qu'il y a aussi des femmes en France, les francs-maçons ont inventé la franc-maçonnerie masculine et la maçonnerie féminine et la maçonnerie mixte, eh bien tous ces gens-là, malgré leurs différences, au-delà de leurs différences, reconnaissent leur origine commune et considèrent qu'ils appartiennent à une même famille. D'accord. Alors l'acceptation des femmes, je crois que ça, même s'il y en a eu depuis très longtemps des femmes en franc-maçonnerie, l'acceptation généralisée, on va dire, s'est faite relativement récemment au Grand Orient de France. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Les femmes ont été introduites dans la franc-maçonnerie dès la fin du XIXe siècle et ça s'est passé en France dans une obédience mixte qui est la plus ancienne de toutes, qui s'appelle le droit humain. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, les femmes étaient admises dans une maçonnerie un peu différente, distincte de celle des hommes, qui ne lui ressemblait pas tout à fait, qu'on appelait la maçonnerie d'adoption. Au XXe siècle, on a recréé de nouvelles loges purement féminines qui ont donné, après la Deuxième Guerre mondiale, la première et la plus importante obédience purement féminine du monde, qui est la Grande Loge féminine de France, qui d'ailleurs a essaimé dans plusieurs pays du monde. Et puis, le dernier événement qui s'est passé il y a 2 ans, c'est que le Grand Orient de France, qui, comme on l'a dit, est la plus ancienne obédience maçonnique française, et qui jusqu'à ce jour était une obédience entièrement masculine, a admis parmi ses membres des femmes, et c'est effectivement un événement tout à fait nouveau qui montre que la présence des femmes dans la franc-maçonnerie est un phénomène qui, dans l'avenir, probablement, tendra à se généraliser de plus en plus. D'accord. Alors j'avais parcouru le livre de Jacob Katz, les Juifs et francs-maçons, qui parle effectivement des différences entre l'Angleterre et la France d'un côté, si on peut dire, et puis l'Allemagne, où pendant très longtemps les Juifs n'ont pas pu être admis comme les autres Allemands. Enfin, c'était pas les Allemands, c'était les Prusses en franc-maçonnerie. Est-ce que vous pourriez nous parler de la toute première constitution d'Anderson qui justement, si j'ai bien compris, expliquait clairement que les Juifs, en tant que fils de Noé, pouvaient être... La deuxième, c'est pas la première. D'accord. La première constitution d'Anderson, elle prévoit simplement que dès lors qu'on n'est ni un athée irreligieux ou un libertin stupide, on peut être membre de la franc-maçonnerie. Ceci va poser un problème rapide puisque la branche la plus déiste ou théiste de la maçonnerie, qui est la branche irlandaise, va se révolter contre ce point de vue
qui lui semble beaucoup trop libérale. Et dans la deuxième version des constitutions d'Anderson, qui est d'ailleurs citée à la liberté de conscience, qui prouve que l'auteur n'était pas totalement idiot et que certes il faisait ce qu'on lui demandait mais qu'il avait quand même son point de vue sur la question, prévoit que effectivement la maçonnerie réunit le peuple noakhite. Le peuple noakhite étant pas précisé de ce que ça veut dire. Voilà. Et très rapidement la maçonnerie britannique va accepter des juifs mais également des noirs et des gens qui ne sont pas reconnus comme des citoyens dans leur pays d'origine ou dans l'empire colonial d'origine, comme la franc-maçonnerie française va faire de même, à tel point même qu'il va y avoir un débat pour savoir si des gens qui ne sont pas des citoyens peuvent être des francs-maçons. Et en fait, le débat se termine en Angleterre comme en France par on leur demande pas d'être des citoyens, on leur demande d'être spirituels et d'être capables de tenir une tenue qui à l'époque était un repas. Voilà. Donc ce débat va se clore extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, je voulais confirmer ce que disait Roger tout à l'heure. La première femme franc-maçonne est une femme franc-maçonne par hasard, The Lady Freemason, qui apparaît dès le XVIIe siècle c'est en Écosse ou en Irlande ? C'est en Irlande. En Irlande, et donc, y compris dans la tradition maçonnique que j'appellerais de proto-historique, on trouve des sœurs reconnues comme telles, et donc ce débat est beaucoup plus lié à une phrase d'Anderson qui dit que la maçonnerie ne peut accueillir que des hommes libres et saints de corps et d'esprit, ce qui excluait essentiellement les esclaves et les femmes, pas parce qu'elles étaient des femmes, mais parce qu'elles n'étaient pas des citoyennes à part entière, et les handicapés. Ce qui prouve que le texte en tant que tel visait vraiment à n'accueillir que des gens qui étaient capables d'assumer leurs décisions, et c'est un texte qui est marqué par son époque, c'est-à-dire une époque où tout le monde n'était pas citoyen. Le suffrage, par exemple, en France, était encore censitaire quand il y avait du suffrage, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc je veux dire par là, le texte est marqué par son époque, mais il est plus subtil et moins brutal qu'on l'imagine, et quand on relit l'histoire des deux constitutions d'Anderson, 1723-1738, et la manière dont elles apparaissent, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et qu'on peut pas s'arrêter seulement à la lecture au pied de la lettre, comme on le fait un citoyen d'aujourd'hui, n'ayant aucune connaissance de l'environnement historique du XVIIe, puis du début du XVIIIe siècle. Mais il faut toujours resituer dans le contexte. Mettre en perspective, comme je dis les étudiants. D'accord. Alors on va parler, si vous le voulez bien, du rapport entre la franc-maçonnerie et la Révolution française. Alors aujourd'hui, il est plutôt, si je me trompe pas, on a plutôt coutume de dire que la franc-maçonnerie n'est pas spécialement l'auteur de la Révolution française. Mais si j'ai bien lu certains convents, d'il y a un siècle, à l'époque, on le proclamait que la franc-maçonnerie était, même le seul auteur de la Révolution française. J'ai quelques citations. Les anti-maçons qui disaient ça. Voilà. Les maçons étaient très raisonnables sur la question. Les anti-maçons, Baruel notamment, a expliqué que les francs-maçons avaient organisé l'intégralité de la Révolution. Et comme ça nous faisait plaisir, une partie des maçons ont ensuite considéré qu'après tout, si l'ennemi irréductible expliquait que nous étions responsables de tout ça, il fallait en profiter. Mais l'histoire a beaucoup évolué, fort heureusement. En réalité, la franc-maçonnerie a été une des premières victimes de la Révolution française. Dès 1793, la franc-maçonnerie s'est arrêtée de fonctionner en France. Et d'autre part, quand on fait des statistiques précises, on s'aperçoit qu'il y a eu pratiquement autant de guillotinés que de guillotineurs dans les rangs des francs-maçons. Donc, en tant qu'institution, la franc-maçonnerie n'a pas décidé, conduit, déclenché, accompagné la Révolution française, contrairement à une mauvaise légende qui a été fondée dès la fin du XVIIIe, le début du XIXe siècle. En revanche, ce qui est différent, c'est que la franc-maçonnerie en France, dans un pays comme la France, qui n'était pas l'Angleterre était déjà un régime parlementaire, évidemment pas encore totalement égalitaire comme aujourd'hui, mais c'était un progrès considérable au XVIIIe siècle. La France, à la même époque, est un pays, une monarchie absolue. Le fait que dans des loges, des roturiers, des nobles, des membres du clergé, c'est-à-dire ceux qui sont membres des ordres privilégiés et ceux qui ne le sont pas, se retrouvent sur un pied d'égalité, dans un petit groupe où toutes les fonctions sont électives et sont régulièrement remises en cause, ça, évidemment, c'était une brèche considérable dans le pacte social d'une société structurée en État qui était étranger et imperméable. Donc, en ce sens, on peut dire que la franc-maçonnerie a contribué à répandre un esprit qu'on ne qualifiait pas
encore de démocratique, mais que nous pouvons qualifier d'esprit démocratique. En ce sens, mais pas toute seule, et avec d'autres forces dans la société française, elle a certainement contribué à l'émergence d'une conscience démocratique dont la Révolution française est un épisode remarquable. On peut dire que la franc-maçonnerie n'a pas fait la Révolution, mais que probablement elle a fait le jeu de paume. Pour une raison assez pratique d'ailleurs, c'est que pour aller à Versailles aux États généraux, il fallait voyager plusieurs semaines. Et que le noble qui avait un carrosse ou le bourgeois qui avait un moyen de transport allait au même endroit avec ses frères qui eux-mêmes avaient été élus députés aux États généraux, et le tiers-État avait eu un doublement de ses députés, mais on votait par ordre et pas par tête, donc ça ne changeait rien à 2 contre 1, clergé plus noblesse contre tiers-État. Mais par contre, ça crée des discussions, de la reconnaissance, et surtout le fait qu'on ne pouvait pas parler à un noble avant qu'il vous ait adressé la parole dans la rue, autrement on se prenait un coup de bâton au mieux, voire pire. Dans les loges, c'était exactement l'inverse, tout le monde se parlait sur le pied d'égalité. On avait même inventé les cordons pour masquer les baudriers qui tenaient les épées, afin de garantir que les gens n'aient pas peur de se parler. Donc on était dans un processus où la parole était beaucoup plus libre, et surtout la capacité à dialoguer. Donc quand il y a la tentative d'arrêter les États généraux, parce qu'on n'arrive toujours pas à faire voter l'impôt, c'est pour ça qu'ils sont convoqués, les États généraux. À ce moment-là, dans les députés qui se retrouvent au jeu de paume, il y a énormément de francs-maçons, mais ils se retrouvent au jeu de paume, pas parce qu'ils veulent faire la révolution, parce qu'ils ont l'habitude de se parler ensemble. C'est ça qui crée les conditions de. Alors après, comme on le dit, il y a autant de guillotineurs que de guillotinés, il y a 1000 loges au Royaume de France en 1788, il en reste 15 en 93, et les montagnards reprochent aux maçons la collaboration de classe. Comment vous parlez aux nobles et aux gens du clergé, c'est pas bien. Et donc voilà, il faudra de très nombreuses années pour que Bonaparte décide qu'il lui faut une maçonnerie impériale comme il y en avait eu en Grande-Bretagne, parce qu'il lit la Gazette de Londres tous les jours et qu'il dit je veux la même chose. Et c'est lui qui va recréer cette maçonnerie d'État qui va succéder à la maçonnerie pré-démocratique, mais qui n'est pas une maçonnerie révolutionnaire. Les maçons sont très divisés. D'accord. Alors, vous avez cité l'abbé Beruel qui était complètement anti-maçonnique. Alors moi, la source que j'avais justement, je vais vous faire réagir si vous voulez bien. Donc il s'agit d'un débat qui eut lieu sur ce sujet à la Chambre des députés en 1904 en France. Donc le marquis Rosambeau, après avoir exposé quelques faits destinés à prouver que la franc-maçonnerie était l'auteur de la Révolution française, déclara « Nous sommes donc parfaitement d'accord sur ce point que la franc-maçonnerie a été le seul auteur de la Révolution. Et les applaudissements que je recueille de la gauche et auxquels je suis peu habitué prouvent, messieurs, que vous reconnaissez avec moi qu'elle a fait la Révolution française. » J'ajouterai également à ces déclarations, monsieur Jumel, un franc-maçon notoire du Grand Orient, répondit « Nous faisons plus que le reconnaître, nous le proclamons. » Donc c'est tiré du Convent du Grand Orient de 1923. Et donc en 1923, lors d'un grand banquet auquel assistaient des personnalités éminentes des affaires internationales et dont quelques-unes étaient liées à la Société des Nations, le président du Grand Orient leva ce toast. À la République française, fille de la franc-maçonnerie française, à la République universelle de demain, fille de la franc-maçonnerie universelle. Il y a une différence fondamentale entre faire la Révolution et faire la République. Parce que la République, ça, c'est une production maçonnique conceptuellement. C'est-à-dire que quand vous lisez d'ailleurs les textes de la première Constitution, ils sont enrobés, fournis de symboles maçonniques nombreux. Vous regardez le journal des débats ou les premiers morceaux du journal officiel, c'est une représentation, c'est un tableau de loge, quoi. Pour ce qui est de la Révolution, comme je l'ai dit tout à l'heure, les francs-maçons, à force de se faire montrer du doigt sur le thème qu'ils avaient fait la Révolution, ils ont dit si vous nous le dites, c'est que ça doit être vrai. Et donc, bien sûr, et pourquoi pas. Et d'ailleurs, on est enrobé en général d'une foultitude de pseudo supposés francs-maçons, et grosso modo, tous les grands inventeurs, tous les grands résistants, tous les grands penseurs ont dû être francs-maçons. Alors, nous sommes très flattés. D'ailleurs, pendant très longtemps, surtout, on ne disait rien, parce que on ne prête qu'aux riches, après tout. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, autant pour la République, c'est relativement vrai, parce que la franc-maçonnerie a été la boîte à outils de la République, à beaucoup de points de vue. Elle a été la boîte à outils de l'Empire, aussi. Est-ce que c'est vrai jusqu'à aujourd'hui Alors moins, parce que d'abord, la loge, c'était l'endroit où on pouvait discuter de ce qui était tabou et interdit ailleurs. Vous pouvez le constater en regardant sur Internet, il n'y a plus grand-chose de tabou et d'interdit. Donc vous avez des tas de lieux aujourd'hui de transmission du savoir, de débat, pour le meilleur et pour le pire, qui existent. Mais aujourd'hui, c'est le lieu du débat où on ne s'interrompt pas. C'est-à-dire que, par exemple, dans une loge, personne ne fait un concours d'interruption et de brouhaha comme un soi-disant débat à la télé. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est l'inverse de la télé, quoi. C'est l'inverse de la télé, oui, mais du coup, alors que la télé, Internet, les réseaux sociaux auraient dû tuer l'espace maçonnique parce qu'il n'avait plus de raison d'être, il n'avait existé
que parce qu'il était le lieu de la liberté contre le tabou. En fait, il l'a renforcé parce que c'est le lieu de la liberté contre l'interruption, le brouhaha et j'arrive pas à finir une phrase, ce qui est le charme, non pas de l'information à la télé, mais du spectacle télé, parce que la télé est un spectacle. Ce qui n'est pas le cas de la maçonnerie. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Et j'aurais une petite question de bonus. Après, vous êtes libre de ne pas y répondre. Bien sûr. Donc, est-ce que vous avez fait un petit peu votre arbre généalogique? Est-ce que vous êtes de la même famille que Hampshire Mayer Rothschild, puisque le nom était Bauer également? Et non. Malheureusement, autrement, ma situation aurait été meilleure. J'aurais ma propre maison d'édition, entre autres choses. Et non. J'ai une vague relation avec Otto, l'austro-marxiste, même s'il y a des choses très intéressantes, mais je suis pas sûr de partager l'intégralité de sa production intellectuelle. Et donc c'est un très très vague cousinage, et j'ai pas réussi à me reconnecter avec les Rothschild. Mais si vous trouvez quelque chose qui peut améliorer mes fins de mois, je suis preneur. Okay. Je vous remercie beaucoup, monsieur.